suis éleveur canin à la base. J'ai d'abord connu le husky, sans connaître l'Akita avant. Et à partir de là, j'ai eu 14 huskies au départ. Et je suis tombé sur un Akita Inu qui était sur un télépoche à l'époque, qui était de couleur bringée sable. Et j'ai été fasciné par cette race en pensant que c'était un husky ou de famille de husky, et pas du tout. C'était un chien complètement à part, donc une race japonaise. Et à partir de là, je me suis intéressé à cette race, tout en ayant quelques huskies. J'ai vu une différence déjà en lisant le descriptif du husky et le descriptif de l'Akita. J'ai vu que c'était deux races différentes, primitifs, mais un chien de garde et l'autre chien de meute. Et l'aspect physique me fascinait. Donc voilà. Donc il y avait un côté majestueux qui m'attirait. Donc j'ai continué quand même à élever les huskies. Donc c'est un élevage que j'ai revendu très rapidement. Je me suis séparé parce que je voyais que c'était un chien qui n'était pas fait pour moi, qui était un chien de mode, qui était joli, mais que je trouvais qu'il n'était pas fait pour vivre chez nous. Donc à partir de là, j'ai acheté 3 Akita Inu. Donc sans savoir et sans avoir beaucoup de renseignements et pas beaucoup d'informations à part ce descriptif sur le télépoche, ce magazine de l'époque. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de magazines sur le Japon, sur les élevages. Un petit descriptif, un petit article sur Patrick Soir, dont il y avait une importation d'un chien qui était nommé Meiyosho, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. C'est le chien de l'année qui représente la race au Japon. Il n'y en avait qu'un qui était vraiment majestueux et c'est Patrick Soir qui l'a importé. J'ai vu un homme qui était hyper passionné, qui avait un descriptif de l'Akita qui était complètement à part de tous les autres et il parlait d'art vivant. Chose qu'on ne connaissait pas du tout dans le milieu canin à l'époque. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est de dessiner un Akita. Déjà, le climat au Japon, eh bien, on le sait, il y a 2 climats. Donc on peut avoir du plus 40 comme du moins 40. Donc déjà, l'Akita, c'est un chien qui leur convient au Japon parce qu'il est habitué aux 2 climats. C'est un chien qui s'autoclimate. Donc ils peuvent très bien vivre plus 40 comme moins 40. Bien sûr qu'ils préfèrent le froid. Mais c'est un chien qui va s'autoclimater. L'Akita est plus un chien de garde. Donc déjà voilà, alors il est primitif effectivement, mais c'est un chien de garde, et donc qui dit chien de garde dit territoire. On parle souvent du côté dominant de l'Akita. Chacun son opinion. Alors moi, mon opinion, on est plus sur, pour moi, des chiens. Alors bien sûr qu'il y a une dominance, bien sûr qu'il y a des chiens qui ont plus de caractère que d'autres, mais qu'est-ce qu'on appelle la dominance déjà ? Donc la dominance, c'est un chien qui a du caractère, mais moi je serais plus sur un chien qui a une âme. Moi j'aime les chevaux et les chiens qui ont une âme. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un chien qui dégage quelque chose, donc qui a plus d'émotions déjà. Il est plus exclusif. Pour moi, la beauté va avec. C'est sûr que vous allez avoir du mal à dresser ce chien, parce qu'il est rempli d'émotions. Et qui dit rempli d'émotions, une éponge à émotions aussi forte, donc c'est pour ça aussi qu'il a une très belle réputation, l'Akita, sur la fidélité. Donc quand on dit art vivant, on dessine un chien qui dégage quelque chose, qui a une âme. Il doit dégager force, pas méchanceté, force, et pas de côté molosses, mais un chien qui dégage, où est-ce qu'on voit que ça déstabilise même les autres chiens. Donc ça veut dire que ce chien, il a un truc que les autres n'ont pas. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la sélection génétique, c'est ce que je veux. Donc voilà, pour moi, Top Akita Inu des Dragons du Soleil Rouge, c'est ça. Voilà. Donc il faut une certaine inclinaison des yeux, il faut qu'il y ait une pigmentation noire, comme si le chien était maquillé. Bien sûr, si on veut un Akita, il n'y a pas que le nom Akita Inu qu'il faut. Il y a aussi le fait que si vous pouvez très bien avoir un Akita qui a un côté plus mollo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un museau très long, des yeux très ronds, voilà, des grandes oreilles. Et là, on n'a plus du tout l'aspect physique du chien majestueux, on a un molosse. Donc dans la démarche, ça va être un côté plus pâteau. Et quand on regarde le chien que je vous parlais tout à l'heure, ou un cheval avec ce genre de critères majestueux qui a une âme, là, on va plus s'apercevoir qu'en fin de compte, il a une démarche très élastique, très élégante, très fière. Donc voilà, donc déjà, c'est ce qui distingue ces 2 Akita différents. Il faut savoir que quand vous avez ces critères-là à 2 mois, plus le chien va vieillir, évidemment, ça va commencer à baisser. Le rôle de ce genre de critères, c'est que le chien ne vieillisse pas. Voilà, qu'il soit toujours de plus en plus beau. Voilà.
Donc si vous prenez des yeux ronds, évidemment, avec des grosses babines et un long museau, mais il faut s'imaginer qu'au bout de 2 ans, 3 ans, votre chien, tout le regard va tomber, un aspect triste, et les babines vont tomber, donc vous n'avez plus du tout ce côté majestueux, vous avez un Akita Inu, mais qui est plus sur un côté mollo, ce qui n'a rien à voir avec le chien que je vous décris là. Et justement, c'est la rareté de ce chien, c'est ça. Il faut savoir qu'au Japon, des chiens majestueux, vous en avez, je vais dire ça au pif, mais vous en avez sur 800 présentations tous les ans à Odate. Allez, 10. C'est un travail phénoménal de la part d'un éleveur de se lancer sur ce genre de critères. Voilà. Pourquoi on ne peut pas mettre 2 mâles ensemble et 2 femelles ensemble? D'accord? Alors je dirais on pourrait, mais il faut avoir une maîtrise complète. Voilà, une maîtrise complète, c'est quoi? C'est déjà savoir maîtriser ce genre de chien. Et la plupart du temps, je le déconseille parce que pas beaucoup de personnes maîtrisent ce genre de chien. Donc, il a des codes différents, des codes félins. Contrairement à d'autres chiens, il est beaucoup basé sur le respect. C'est un chien, pour en avoir eu au moins 200 entre les mains en tant qu'adulte mâle, je peux dire que c'est la maîtrise de l'acquéreur de ce chien qui va faire que si jamais il a les bons codes dès le départ et qu'il maîtrise bien ce chien, il va en faire ce qu'il veut, par confiance, par fidélité. Mais il faut maîtriser. Si vous écoutez tout ce qu'il y a sur Internet, si vous écoutez tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, et c'est cas par cas, ça va être très compliqué parce que j'en connais pas beaucoup qui maîtrisent ce chien. Qui peut adopter un Akita Inu et qui ne peut pas adopter un Akita Inu? Alors déjà, celui qui ne peut pas adopter un Akita Inu, c'est déjà ceux qui veulent, par exemple, une femelle ou un mâle et qui ont déjà un chien du même sexe. Déjà, je dis non. Je dis non parce que c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est que je les connais pas assez, savoir s'ils maîtrisent exactement cette race ou pas. Et s'ils vont être capables d'accorder ces 2 races différentes du même sexe. Donc, on va leur faire peur en leur disant que c'est dominant, que c'est pas possible, mais c'est pas le mot. Le vrai mot, c'est que les codes sont différents de l'Akita Inu, parce qu'il y a un code félin, un code chat, un code chien et un code respect. Donc, et le mâle ou femelle, hein, et l'autre race, si vous voulez, il est plus un peu dans les codes de tous les autres chiens. Chacun a ses codes, bien sûr, mais la réalité, c'est que ce chien-là est quand même complètement à part, l'Akita, donc on ne pourra pas le mélanger. Ça peut aller pendant 1 an, 2 ans, c'est sûr, on aura toujours des épisodes, des histoires où est-ce qu'on nous dira « moi j'ai réussi ». Mais le problème aussi, c'est qu'on sait aussi par le passé qu'il y a eu des gens qui ont dit ça a été pendant 3 ans et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un clinch. Et là, ça a été une catastrophe. Donc voilà, pourquoi? Parce que l'Akita, il aime bien que ça soit cadré, il aime bien que sa gamelle soit là, il aime bien que son petit confort soit là. C'est un chien casanier, familier. Il n'aime pas trop qu'on lui dérange son environnement. Donc voilà, donc à partir du moment qu'un chien ne respecte pas ce périmètre, ne respecte pas cette façon de voir les choses, il va le remettre en place. Si c'est un mâle, il va le remettre en place avec des catastrophes. Et si c'est de sexe opposé, il va juste lui donner une petite leçon. Donc c'est quand même un chien très intelligent, mais intelligent qui peut y avoir des dégâts. Ceux qui adoptent un Akita Inu et qui ont des chats ou des lapins ou autres, un chien Shila ou tout ce que vous voulez, l'Akita c'est simple, s'il fait partie de la famille, déjà si c'est le dernier qui arrive dans la famille, déjà vous avez énormément de chances que tout se passe très bien. Lui, si c'est le dernier qui est arrivé dans ce foyer, eh bien il va comprendre que c'est pas chez lui. Donc voilà, donc du coup il est obligé de respecter normalement, il y a toujours des exceptions comme dans tout, on ne peut pas prendre à la lettre tout à 100%, mais en tous les cas, la plupart du temps, de tout ce que j'ai pu voir dans mon passé, ou avec d'autres éleveurs, ou avec d'autres clients, autres que mon élevage, ça a toujours été le cas. L'histoire de l'appartement. À l'époque, même Patrick, c'est lui qui avait lancé ça, Monsieur Soir. Donc il l'a écrit. Donc c'est un chien qui, alors j'aime pas ce côté du Japon, mais il faut savoir que c'est un chien qui adore la cage. Voilà, génétiquement, il aime la cage.
Alors on pourra dire tout ce que l'on veut, critiquer ou quoi que ce soit. Il faut savoir que génétiquement, le Japon n'a pas de terrain. Ils ont créé un chien qui aime la cage. Voilà, ils ont modifié cette race de façon à ce qu'il corresponde à leur mode de vie et il aime la cage. Donc c'est pour ça que Monsieur Soir à l'époque avait écrit dans le livre des Akita Inu, sur les éditions Vichy, que ce chien pouvait facilement vivre en appartement, vu qu'en plus de ça, il n'est pas du tout comparé à un husky, qui demande un côté sportif, c'est plutôt un casanier, donc voilà, c'est plutôt un chien-chat, donc du coup, il n'y a aucun souci. La seule réflexion que j'aurais à faire, ça serait surtout de le sortir le plus souvent possible, parce que vous avez l'inconvénient par rapport à une personne qui a du terrain, un petit parc ou un terrain au rez-de-chaussée. Le problème, c'est que quand on est en appartement, eh bien, il faut le sortir plus souvent pour l'éduquer. Mais je trouve aussi que j'ai rencontré beaucoup de clients qui avaient du terrain, qui avaient une maison, et le chien était moins entretenu qu'une personne qui était en appartement. Donc je dis oui à l'appartement. Ça dépend aussi des consciences des gens, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, c'est à l'éleveur aussi de suivre ses clients et de bien conseiller ses clients sur tous les points. Voilà. Alors l'alimentation, c'est un sujet qui est compliqué. On est en 2022. Je comprends même pas que ça soit aussi compliqué. J'ai connu donc l'élevage en 1993. Je n'ai jamais vu de chien mal construit à l'époque et mal entretenu à cause d'une croquette. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on a une variété de croquettes énorme, même des grandes marques aujourd'hui qu'on connaît très bien, qui sont là depuis 30 ans, même plus que ça. Ils ne sont plus du tout à la hauteur de ce qu'on a connu il y a plus de 20 ans. Ils sont très forts en marketing. C'est super ce qu'ils ont fait, c'est génial, sauf que le bien-être de l'animal, moi je dirais plus que là ça devient de la maltraitance animale. Mais là il y a un gros problème, donc je dis à tous les fabricants de croquettes, réveillez-vous parce que ça va être un gros scandale dans les années à venir. Dans le milieu canin, l'alimentation c'est 80%, il n'y a pas que la génétique, c'est 80% du bien-être de l'animal. Après il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que ça. Il peut y avoir aussi le pressage à froid qui est pas mal. Il y a beaucoup d'idées aussi là-dessus, mais ça, il faut voir aussi. Ça serait bien aussi d'avoir ça plutôt en complément alimentaire. Mais c'est pareil, il y a des choses encore à voir là-dessus, mais je pense qu'il y a des bonnes idées sur ce sujet qui pourraient être faites. Déjà, il faut savoir que la meilleure nourriture, ça serait la ration ménagère. Mais la ration ménagère, c'est compliqué. Parce qu'il faudrait mettre tout ce qu'on a besoin pour le chien dedans. Et ça serait presque cuisiner une journée entière pour obtenir ce genre de résultat. Donc c'est très compliqué. Concernant le barf, je dis attention. Je ne dis pas que c'est pas faisable. Mais il faut être hyper calé. Il faut être un pro de la maîtrise de ce genre de nutrition. Et il faut une chambre froide pour moi. Donc c'est déjà une chambre froide pour un éleveur canin, c'est 30 000 € à peu près. Hein, donc il y a ça. Plus l'énergie, en plus, c'est pas écolo. Non, mais je crois qu'on a trop comparé le milieu canin, le chien avec le loup. C'est deux histoires différentes pour moi. Deux histoires différentes. Il faut vraiment bien chercher. Ne vous arrêtez pas qu'à quelques scientifiques. Sincèrement, c'est comme sur le dominant chez le loup, c'est pareil, on pourra en parler des heures. Je dirais déjà que le barf, il change déjà la morphologie du chien. Le chien, en dessous, il a besoin d'un dessin. On n'a pas besoin d'un tonneau. Donc voilà, c'est pas une vache. Et le barf, je ne sais pas moi, admettons que vous avez la viande qui vient de je sais pas d'où. Dans un élevage européen, il y avait 9 chiens qui est connu, je ne vais pas dire le nom. 9 chiens en 20 minutes qui ont eu une bactérie d'une marque de barf très connue. Et les 9 chiens sont morts, qui sont tombés en même pas 20 minutes. Donc je dis attention. Et le risque aussi, c'est que vous pouvez amener un parasite de l'extérieur d'un autre pays qu'on ne sait pas, et vous n'aurez aucun vermifuge, aucun antiparasitaire qui pourra s'adapter à ce type de parasite. Je n'ai jamais vu autant de chiens malades génétiquement dans toutes les races. Il n'y a pas que l'Akita, là on parle général. Je trouve qu'il y a de plus en plus de chiens allergiques. C'est inquiétant.
Encore une fois, ça vient de l'alimentation. On parle d'acariens, allergiques à ci, allergiques à ça. On dit que les vétos disent que c'est génétique. Le problème, en plus de ça, la plupart du temps, alors ça aussi il faut le savoir, faites bien attention à ce que vous allez faire avec votre Akita, parce que l'Akita a un système immunitaire différent des autres. Il a des plaquettes différentes des autres, des globules blancs différents des autres chiens et globules rouges différents des autres. Ce qui veut dire, même souvent quand vous faites une prise de sang avec votre Akita, il y a beaucoup de vétos qui pensent qu'il est malade. Non, pas du tout. C'est qu'il est complètement différent de d'autres races. Et attention à ce que l'on fait, ça veut dire que le traitement, si vous déréglez le système immunitaire de ce chien, si vous déréglez l'organisme, d'ailleurs je conseille aussi de jamais changer de nourriture, à part dans des cas extrêmes, où là vous n'avez pas le choix pour certaines marques ou autres, mais appelez votre éleveur pour bien faire en sorte de faire ce changement, parce que là vous allez, si le chien est jeune, vous allez dérégler l'organisme, et si vous déréglez l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Quand on change de croquette ou qu'on change d'alimentation, vous bloquez la croissance. Si le chien a 4 mois, vous savez très bien que c'est là où est-ce que les hanches se construisent ou autre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le temps que l'organisme se remette en place, il va falloir 4 mois. Donc ça veut dire que vous avez bloqué la croissance pendant 4 mois. Donc ne soyez pas étonnés que vous avez des cas de dysplasie, que vous avez des problèmes de santé ou autre. C'est un gros risque. On essaie de jamais changer pendant sa croissance. Après, ça me dérange moins. Mais pendant la croissance, c'est là où est-ce que tout se construit. Donc voilà. Donc il y a 3 étapes dans la dysplasie des hanches. De chiot à 15 mois. Il ne faut surtout pas changer son alimentation. À part en cas de force majeure et que vous n'avez pas le choix à cause d'allergie ou autre. Donc parlez-en avec votre éleveur. Votre éleveur doit vous conseiller. Cette race est peut-être plus fragile sur certains sujets que d'autres. Donc voilà, par exemple la dénite de sébacée, c'est pour 80-90 races. Sauf que l'Akita, il y a des choses à pas faire. Voilà, c'est-à-dire que pour d'autres, ça va très très bien se passer, comme le Labrador par exemple, ou le Golden, ou autres, enfin bref, qui sont aussi assujettis à ça. Le souci de l'Akita, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il a les globules blancs et les globules rouges qui sont différents. Donc on ne peut pas lui injecter ou lui donner des médicaments qui ne sont pas adaptés à son système immunitaire. Par exemple la cortisone, vous allez plutôt faire plus de dégâts qu'autre chose, parce qu'en fin de compte, son système immunitaire, vous allez même peut-être déclencher une maladie auto-immune, qu'on va croire un dénite de sébacée, alors qu'à la base c'était peut-être qu'un petit bouton, ou peut-être de l'acné de chiot, parce que ça existe. Souvent beaucoup de propriétaires de chiens s'inquiètent à cause des réseaux sociaux, parce que tout le monde s'inquiète pour un oui ou pour un non, parce qu'il y a une petite plaque rouge, parce qu'il y a un petit bouton, alors qu'à la base, c'est peut-être que de l'acné, et ça on n'en parle pas. Et qu'est-ce que fait souvent la plupart des vétérinaires? Ils injectent ou ils donnent des traitements, mais surtout l'injection est terrible pour l'Akita, c'est ils injectent trop facilement, trop jeune, une dose de cortisane. Et moi je peux vous le dire aujourd'hui, la cortisane, avec un docteur que j'aimais beaucoup à l'époque, qui s'appelait Michel Godoy, qui était un ancien professeur de l'école de Nantes, et là tout le milieu canin sait et connaît Michel Godoy, qui a été juge, président de plusieurs clubs et qui a écrit des livres. Enfin bref, ça a été un passionné pour beaucoup de choses, qui fait partie des anciens professeurs de l'école de Nantes. Et lui a été le premier à l'époque, et j'ai ça encore dans mes archives, à dire et à écrire à l'école vétérinaire de Lyon, Maison Alfort et l'école de Nantes, que pour l'Akita, il fallait interdire les injections de cortisane. Attention, réfléchissez à 2 fois quand votre vétérinaire vous donne un changement de croquette, de la cortisone. Toutes les lignées me sont passées entre les mains. Quand je dis toutes, c'est toutes. La chose que je sais, j'ai eu plus de 2000 chiots quand même en naissance. J'ai vu aussi l'élevage de Patrick, j'ai vu les dégâts aussi ailleurs dans d'autres élevages, Italie et autres. Donc j'ai beaucoup de recul là-dessus. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut limiter la casse. Donc par la nourriture, bien sûr, ça c'est une chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont faux, comme je parlais tout à l'heure, et sur la combinaison génétique. Donc il faut savoir une chose que personne ne sait, je pense, parce que je trouve que je suis très étonné de voir les importations du Japon ou autres arriver en France.
et que tout d'un coup, les gens ne connaissent pas leur pédigré, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la base, et qu'en fin de compte, c'est les mêmes chiens. Donc en fin de compte, sans le vouloir, ils parlent de consanguinité parce qu'ils se basent sur un diagnostic, une analyse faite par la SCC qui ne prend que quelques générations. Donc déjà, alors faut pas être contre la consanguinité. Si c'est une consanguinité calculée pour améliorer la race, je dis oui. Voilà. Si c'est une consanguinité où est-ce qu'on sait que là il y a une fragilité génétique, je dis non. Un top Akita Inu des dragons du soleil rouge, on a 20 mâles génétiques, si c'est pas plus. On a des combinaisons bien spécifiques. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base des roux, vous avez que 6 bases. Donc quand on dit que la race Akita Inu est un chien hors du commun, c'est ça. Ça veut dire que vous avez que 6 bases. Donc comprenez qu'en France ou en Europe, comment ça se fait qu'on en voit partout. Donc à partir de là, le choix génétique va être important. C'est pas que l'Akita Inu. Le choix de l'élevage va être important sur les combinaisons génétiques. Donc en gros, quand vous avez que 6 bases, ça veut dire que c'est déjà consanguin au Japon. D'accord ? Donc ça veut dire que vous devez savoir exactement la production qu'il y a eu au Japon, savoir s'il y a eu des conneries de fait. Vous ne saurez pas tout à 100%, mais il faut s'informer au mieux. Donc déjà, je dis bon courage aux jeunes éleveurs qui veulent tout savoir. C'est mission presque impossible, il faut vraiment avoir une bonne connaissance. Il faut connaître tous les chiens du Japon et savoir l'origine. Il faut garder l'aspect physique de la beauté de ce chien, il faut garder une consanguinité correcte de ce qui a marché le mieux sur ces 6 bases, et à partir de là, c'est là qu'il faut sélectionner et garder et préserver. C'est ce que l'on a fait depuis 30 ans. Le blanc, je n'en veux plus dans mon élevage. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il naisse par hasard. Et il faut faire des sélections qui ne sont pas issues de blanc, le moins possible. C'est vrai que c'est pas facile d'acheter là où est-ce qu'il n'y a pas de blanc, mais faites en sorte qu'il n'y ait plus de blanc dans la génétique. Le Shiba va faire la même erreur d'ailleurs, donc il faut faire très attention. Donc c'est ça qui a créé surtout une maladie génétique, peut-être pas l'adénite de sébacée, mais plus le VKH pour les bringés. Et le silver, qu'il faut surtout pour moi, à mes yeux, qui est une tare. Alors on peut aimer, on peut accepter cette couleur, mais il faut prendre conscience que c'est comme de blanc à blanc, c'est une tare. Si vous prenez un blanc né de 2 bringés ou de 2 roux, s'il n'y a pas de blanc derrière, le moins possible, génétiquement, là vous aurez un blanc bien pigmenté. Toutes les preuves ont été faites en 30 ans, donc à chaque fois qu'on a mis un blanc sur un blanc, il s'est passé quoi ? Une dépigmentation, on a plus à faire un albinos, une fragilité de peau, une fragilité de poil, de qualité, que un chien bien pigmenté. Alors là, pour une première sortie, donc en 2022, je suis très étonné. On fait champion d'Europe, on fait champion du monde, et là on est en train de voir pour le meilleur élevage de France, si on n'est pas dans le classement, enfin on est dans le classement, mais savoir si on est premier ou pas. On va bientôt savoir ça à la fin de l'année.